la Touronde et en bas le haut de la Vallée Blanche. Du sommet de l'Aiguille du Plan, la course se poursuit, on pourrait presque dire qu'elle commence. Elle se poursuit toujours vers le nord-est, c'est-à-dire vers la gauche, par la dent du Crocodile, la dent du Caïman, en bas les points de Chevalier et l'Épinay, puis l'Aiguille du Fou, l'Aiguille de Blétière, et tout à fait au nord-est, à gauche, l'Aiguille du Grépon. À partir de l'Aiguille du Plan, la course change de caractère. Voilà pourquoi je viens de dire, on pourrait presque dire qu'elle commence, tout en restant au moins aussi belle sur le plan esthétique. Elle devient nettement plus difficile sur le plan technique, aussi bien sur la neige qu'en rocher, et en même temps beaucoup plus engageante. En effet, alors que jusque-là, en cas de mauvais temps, il était assez facile de faire demi-tour ou de s'échapper, au-delà de l'Aiguille du Plan, cela peut poser un sérieux problème. La première aiguille, après l'Aiguille du Plan, c'est la dent du Crocodile, pas très élancée, un peu massive, bâtie comme une forteresse. 1500 mètres plus bas, la mer de glace et ses anneaux, mer de glace qui va nous accompagner tout au long de cette traversée des aiguilles. Nous arrivons au sommet de la dent du Crocodile d'où la vue est très belle. L'aiguille du Goutet, le dôme du Goutet, au fond, loin au fond, le Mont Blanc, et devant nous, presque à portée de la main, l'aiguille du Plan où nous étions il y a à peine une heure. Maintenant, pour continuer à traverser les aiguilles, il faut donc descendre l'arête nord de cette dent du Crocodile. Et pour descendre cette arête nord, il faut recourir au rappel. Elle est bien trop raide pour qu'on puisse la descendre en escalade, et c'est le premier d'une longue série de rappels. Pour faire un rappel, on place la corde en double par le milieu autour d'un bec de rocher ou d'un piton. On descend ensuite en se tenant aux deux brins de la corde, passer d'une certaine façon autour de son cœur afin de freiner la descente. Une fois en bas, on tirera l'un des deux brins de la corde, l'autre remontera, passera ainsi autour du bec de rocher ou du piton, puis tombera à côté de l'alpiniste. C'est ainsi que celui-ci rappellera sa corde, et c'est de là que vient l'expression. L'aiguille suivante, c'est la dent du Caïman, plus fine, plus élancée que la dent du Crocodile. Elle est faite de grandes dalles lisses, monolithiques. L'escalade est difficile, mais le premier problème dans ces grandes dalles, c'est d'abord de trouver le cheminement. Et trouver le meilleur cheminement est important. C'est important car c'est cela qui, bien sûr, lui permet d'arriver au sommet, mais d'abord lui donne la sensation d'être à sa place. Pour moi, c'est une sensation nécessaire qui m'apporte alors une sorte de paix, moyennant quoi, même si elle est difficile, l'escalade ensuite se fait, pour ainsi dire, presque seule. Au fond, à droite, en bas, c'est l'aiguille du Fou, en haut le Grépon, au centre, toujours au fond, l'aiguille de Blétière. Demain, après le bivouac, nous gravirons ces trois sommets, mais pour l'instant, il faut d'abord descendre de cette dent du Caïman par cette arête nord, laquelle est à la fois haute et raide. Et pour descendre cette arête nord, c'est alors une succession de trois grands rappels, deux rappels de 40 mètres, un troisième de 70 mètres de hauteur. C'est le moment le plus dense de cette traversée des aiguilles. Je l'ai faite plusieurs fois car c'est une des plus belles courses du massif du Mont Blanc, mais chaque fois arrivé ici, je suis bien impressionné par ces rappels vertigineux qui exigent beaucoup de lucidité et d'attention. Être sûr, c'est évident, que le bec de rocher ou le piton sur lequel on a posé le rappel est solide. Être sûr, c'est évident aussi que la corde aboutira à un rappel d'où on pourra repartir. Et être sûr enfin que la corde, au moment de la rappeler, coulissera bien, puis ne se coincera pas en cours de route, et qu'ainsi on pourra la récupérer pour faire le rappel suivant et pour continuer la course. Depuis que nous avons quitté le refuge des Cosmiques, la journée a été bien remplie. Maintenant, vous le voyez, c'est par en dessous que nous recevons à la lumière des derniers rayons. Et même un peu plus tard, de cette arête nord, de la dent du Caïman, nous ne pouvons plus voir le soleil, mais nous sentons qu'il est prêt à passer derrière l'horizon et que la nuit n'est pas loin. Alors, en même temps, nous devons nous hâter afin d'arriver au col du Caïman avant la nuit afin de pouvoir y bivouaquer, car il est exclu de pouvoir bivouaquer dans l'arête nord au milieu des rappels. Nous devons nous hâter en même temps faire très attention dans ces rappels très longs, délicats et difficiles. Le lendemain matin, vous le voyez, un merveilleux soleil éclaire le haut du Caïman, mais n'arrivera que plus tard au col du Caïman où nous avons bivouaqué. Le bivouac a été sympathique et dur, pas trop froid cependant grâce aux équipements en duvet. De toute façon, un bivouac, c'est toujours inconfortable. Mais l'inconfort n'est-il pas une sorte de luxe? On ne peut à la fois dormir dans un lit, ou en tout cas à l'abri d'un refuge, et en même temps
voir les étoiles s'installer dans le ciel. Nous allons reprendre l'ascension et ainsi arriver au col de Blétière, entre la pointe Chevalier et la pointe L'Épinay, d'où, sur l'autre versant, on peut voir le glacier du Géant se joindre à la mer de glace. Puis c'est la pointe L'Épinay, d'où l'on va descendre par nouveau rappel délicat dans un cadre sévère. Normalement, sur le seul plan technique, le cadre ne devrait pas jouer. Un rappel, techniquement, n'est qu'un rappel. Mais si cela n'était ainsi, cela voudrait alors dire que nous ne serions que des machines à grimper. C'est peut-être là une preuve que même si l'on aime grimper, l'escalade en soi n'est pas tout, mais qu'au contraire, elle s'inscrit dans un ensemble fait du paysage, de la couleur du ciel, du passage du soleil à l'ombre, de tout ce qui fait ce sentiment qu'est l'altitude. Après la pointe L'Épinay, devant nous maintenant, c'est l'aiguille du Fou et son arrêt de sud que nous allons escalader d'abord par des fissures athlétiques, puis par des dièdres, et toujours dans ce cadre magnifique des aiguilles de Chamonix, car en face de cet arrêt de sud de l'aiguille du Fou que nous gravissons, il y a l'arête nord, la dent du Caïman, descendue hier en rappel. Un dièdre s'escalade le plus possible à nos positions. Un dièdre en montagne, c'est la même chose qu'en géométrie, c'est un livre ouvert, un angle de mur avec une fissure au fond. Tout en bas, fidèle, la mer de glace. Puis pour nous, c'est l'escalade du bloc sommital de l'aiguille du Fou, cette sorte de chapeau de granit surplombant qui coiffe l'aiguille elle-même. Et après ces escalades très belles, mais purement rocheuses, à l'aiguille du Fou et en face au Caïman, au Crocodile et au Plan, nous allons retrouver le terrain mixte à l'aiguille de Blétière. Le terrain mixte, c'est-à-dire le rocher, mais également la neige et la glace, et toujours dans ce paysage merveilleusement aérien des aiguilles de Chamonix. De même que les mouettes suivent souvent les bateaux, ce Choucas depuis notre bivouac nous a accompagnés, parfois précédés, comme pour nous indiquer le chemin. Mais ici, sur l'épaule du grand gendarme du Grépon, il fait fausse route. En effet, quand on vient de l'aiguille de Blétière, il n'est pas du tout nécessaire d'escalader au préalable le grand gendarme pour atteindre le sommet du Grépon. Escalader le grand gendarme, c'est même faire un détour, perdre son temps. Mais peut-être que le Choucas a raison. Si nous sommes en montagne, c'est que comme lui, nous aimons le ciel, le vent, le soleil, les grands espaces. C'est aussi que nous aimons grimper. Dès lors, perdre son temps, que cela veut-il dire? Le grand gendarme est là, magnifique, aérien, difficile. Même si c'est faire un détour, pourquoi ne pas l'escalader?